Un œil sur le monde, un œil sur l'Ukraine avec Xavier Titelman ce soir, bonsoir. Bon. Alors, expert bien sûr des questions militaires, spécialiste notamment des questions aériennes. Bonsoir, merci d'être là. Les questions aériennes, il y en a beaucoup dans ce conflit et notamment ces derniers jours avec aujourd'hui même le président Zelensky qui s'est félicité de la réussite du tir d'un missile d'une portée de 700 km, missile made in Ukraine. Et c'est ça qui était évidemment important parce qu'on sait que l'Occident ne souhaite pas livrer à l'Ukraine ce genre de missiles longue portée pour éviter de porter ces missiles du côté de la Russie. Écoutez les précisions là-dessus de notre envoyé spécial, Claire Cambier. Et oui, Zelensky s'est vanté d'avoir touché une cible à 700 km avec de l'armement made in Ukraine. Aucune information sur la cible en question ni sur la date de la frappe. Mais évidemment, tout le monde pense à l'aéroport de Pskov. Il se situe pile à 700 km de la frontière ukrainienne. Et vous le savez, 4 avions de transport y ont été détruits ou en tout cas grandement endommagés. Alors de quelle arme s'agit-il? Tout porte à croire qu'il s'agit du drone Beaver. Vous savez, ce fameux drone ukrainien conçu tout spécifiquement pour mener des missions bien au-delà des lignes ennemies, en plein cœur de la Russie, puisque les alliés interdisent à l'Ukraine d'utiliser ces armes pour frapper le sol russe. Alors son avantage, c'est justement sa longue portée, plus de 600 km. Il faut avoir conscience que c'est un drone énorme, 2,5 mètres d'envergure, 150 kilos. Le problème avec les drones, c'est qu'ils deviennent vite obsolètes. Au bout de quelques mois, l'ennemi parvient à trouver une parade pour les arrêter. Selon certains experts, il pourrait donc s'agir d'un drone Beaver de 2e génération. Dans tous les cas, Zelensky souligne ici la capacité de l'Ukraine à produire des armes. Et cette annonce, elle intervient le jour même d'un partenariat entre les entreprises d'armement ukrainiennes et l'entreprise BAE Systems, une entreprise d'armement britannique qui vient d'ouvrir un bureau ici et qui va dorénavant produire sur le sol ukrainien des obusiers L-119. Alors, quelle est votre analyse à vous, Xavier Titelman, sur cette frappe? Alors, il y a plusieurs options en réalité parce qu'on parle de missiles, mais effectivement, il y a ce qu'on appelle plus ou moins les drones parce que c'est souvent propulsé avec des hélices. Et là, on sait que déjà les Ukrainiens ont une capacité quasiment jusqu'à 1000 km de distance, notamment le Beaver, mais il y en a d'autres, le Mujin 5 également. Donc il y en a quand même quelques-uns déjà qu'ils ont utilisés par le passé. Ensuite, il y a des missiles balistiques, c'est-à-dire des missiles qui vont aller très haut dans le ciel. Par exemple, ils avaient les missiles de Toshka-U. Et localement, ils ont développé avec des fonds d'Arabie Saoudite depuis quelques années le Krim 2, qui aurait une portée qui serait au-delà de 500 km et que les Russes disent avoir réussi à intercepter sur des tirs qui allaient vers la Crimée. Et qui sont très précis? A priori, ce sont des missiles qui sont avec une précision métrique. On est vraiment sur de l'efficacité avec du GPS et tout le reste. Et la troisième catégorie, ce sont des missiles de croisière, un petit peu comme le Storm Shadow et le Scalp, sauf que le traité de non-prolifération nous interdit de fournir à l'Ukraine des systèmes qui auraient au-delà de 300 km. Et là, on sait qu'ils ont aussi développé le missile Poséidon, qui est un missile anti-navire qui a permis de couler le Moskva tout au début de la guerre. Ils en auraient fait une version terrestre qui aurait une portée qui serait encore plus intéressante. Donc là, on ne sait pas ce qui a touché, mais en tout cas, avoir une capacité de tirer à 700 km de profondeur sans être intercepté par la Russie, évidemment, stratégiquement, c'est très intéressant. Est-ce qu'ils peuvent en produire beaucoup? Certainement pas. À mon avis, c'est quelques unités par mois, mais finalement 2-3 missiles par mois. Quand un missile arrive à détruire 4 bombardiers ou 4 appareils, ça impose aux Russes de retirer leur flotte. Et on l'a vu par le passé. Les Russes ont retiré tous leurs Sukhoi 35 de Crimée. La base d'Engels, quand elle a été touchée, ils ont retiré tous leurs Tupolev, les bombardiers. Et donc ça impose aux Russes de retirer. Évidemment, ça leur complique les opérations, notamment les opérations de bombardement sur l'Ukraine. Ça veut dire qu'ils doivent être très très précis dans les objectifs qu'ils ciblent avec ces missiles, même si vous nous dites qu'ils en ont plusieurs à leur disposition. Il faut vraiment que ce soit à chaque fois efficace, que ça touche la cible, donc qu'ils ne soient pas interceptés par la défense aérienne et que ça touche des objectifs qui soient des objectifs stratégiques. Ici à Pskov, par exemple, 4 appareils militaires qui sont détruits. On est typiquement dans ce cas de figure. Bien sûr, mais il y a une crainte qui est gigantesque. En fait, l'intérêt, c'est que la défense n'a pas le droit à l'échec. Donc les Russes ne peuvent pas laisser passer le moindre drone. Alors que les Ukrainiens, ils peuvent tenter 50 fois. Si ça passe une seule fois, finalement, c'est un succès. Et c'est pour ça que c'est toujours plus compliqué dans ce cadre-là de se défendre. À terme, de la même manière, je pense que le pont de Crimée est condamné. Ah donc oui, je ne vois pas de quelle manière est-ce qu'ils arriveraient à réussir systématiquement à arrêter tout ce qui passe. Ils ont déjà réussi plusieurs fois, maintenant, les Ukrainiens, à faire exploser tout ou partie du pont. À terme, ils finiront par réussir à le détruire avec un vecteur aérien ou un vecteur maritime. Mais oui, là, il y a une grande efficacité aussi parce que les cibles sont multiples, que les Russes ne peuvent pas défendre tout leur territoire. Et même si jamais ils arrivent à le faire, ça veut dire aussi que ça se fait au prix d'un déshabillage du front. Les Russes sont obligés de retirer du matériel qu'ils avaient déployé en Ukraine pour défendre, par exemple, Moscou.
C'est vrai qu'il y a eu la base d'Engels, vous en avez parlé. En fait, il y a, semble-t-il, plus de 20 appareils militaires qui ont déjà été touchés. Alors, évidemment, ce n'est pas beaucoup pour les Russes qui ont, je crois, 1000 appareils de combat. Mais ça les oblige à aller plus loin, vous nous l'avez dit. Et ça change quoi pour eux concrètement? Alors, ça veut dire déjà que leurs opérations aériennes sont assez contrariées. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, dans le même tempo opérationnel, continuer à bombarder l'Ukraine. Ça veut dire qu'il leur faut des ravitailleurs aériens. Or, on sait que la Russie, d'une manière générale, les anciens pays du bloc de l'Est, les Soviétiques, les Chinois, n'ont pas autant de ravitailleurs que les Américains ou que nous, par exemple, avec notre vecteur stratégique. Donc déjà, ça limite les possibilités d'action sur les missiles que les Russes peuvent envoyer. Exactement. Ça limite le nombre de missions qu'ils peuvent réaliser. Ça fait qu'ils font des missions plus longues, donc ils ont besoin de remettre en état l'appareil, peut-être pas pour le lendemain, mais pour le surlendemain. Et ça épuise encore plus l'armée russe. Là, on peut imaginer que les appareils militaires qui sont encore sur l'aéroport de Pskov, ils vont être enlevés, retirés, repoussés à plusieurs centaines de kilomètres vers l'est encore? Potentiellement, s'il y a des missiles ou des drones ou des missiles low-cost ukrainiens qui vont à 1000 km, potentiellement, il faudrait se reculer à plus de 1000 km de distance de la frontière, ce qui, à terme, évidemment, c'est faisable, puisqu'on est sur des bombardiers stratégiques qui peuvent avoir des durées de vol qui sont très, très importantes et des missiles qui portent très, très loin. Mais dans tous les cas, ça continuera à les fatiguer. On voit en tout cas que c'est un axe important de la tactique des Ukrainiens. Depuis notamment le début de l'année, il y a eu 190 frappes de drones sur le sol russe. On va voir les différents impacts. On voit ici ces petits points. Alors évidemment, la plupart sont sur la route de Moscou, si j'ose dire, mais un peu plus aussi au sud. Il y en a aussi dans le nord, à Pskov, cet aéroport qui a été touché. Est-ce que ça veut dire que les défenses antiaériennes russes sont de plus en plus souvent prises à défaut? Bien sûr, je précise que la Crimée, c'est l'Ukraine. Même si elle est d'une autre couleur, elle devrait être en gris sur la carte. C'est une zone occupée, c'est pour ça qu'on l'a mise comme ça. Voilà. Okay. C'est pas de la même couleur que la Russie, vous l'avez remarqué. C'est vrai. Alors, il y a quand même plusieurs types de missiles qui peuvent utiliser, par exemple, sur Bryansk ou sur la région de Koursk. On parle, par exemple, cette semaine aussi des drones en carton. Absolument. Qui sont développés par une compagnie australienne qui a fourni, mais c'est des assemblages de carton. Ce qui veut dire que cette défense aérienne, qui avait la réputation d'être la meilleure du monde avant la guerre, vraiment, tout le monde le croyait. On voit ici, hein, c'est le fameux drone en carton. Mais un drone en carton, un radar, il va être incapable de le détecter. Ce qui est en fibre de carbone, ce qui est en plastique, ce qui est en carton, en fait, le radar ne le détecte pas. Et quand vous avez une propulsion électrique, comme c'est le cas a priori ici, vous allez à 110 km de distance, vous n'émettez pas de chaleur puisque vous êtes électrique, vous n'êtes pas détectable avec un radar classique, donc c'est particulièrement difficile à attaquer. Et donc pour la défense, c'est une torture parce que finalement, il faut avoir des systèmes visuels avec des gars comme la Deuxième Guerre mondiale. Bam, 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 c'est des gros canons, ça explose plus ou moins à la bonne altitude et on espère le détruire de cette manière-là. C'est la même chose d'ailleurs pour les Ukrainiens en face, pour une partie des drones iraniens utilisés par la Russie. Même si, ouais, allez-y, pardon. Donc on est globalement sur une incapacité des deux camps à défendre totalement leur ciel, de la même manière que l'Ukraine continue à avoir des bombardements qui vont dans des endroits qui ne sont pas bien défendus, parce que l'Ukraine ne peut pas défendre tout son territoire faute de missiles en nombre suffisant. La Russie ayant un territoire encore plus grand, c'est la même chose, ça va continuer à subir des bombardements. Précision sur ces drones en carton, ils ne peuvent porter que des charges assez légères, évidemment, 5 kilos, pas plus. Mais 5 kilos, c'est largement suffisant pour détruire un avion. Un avion qui coûte des millions et des millions d'euros pourrait être détruit par un drone qui doit coûter moins de 500 euros. C'est ça l'intérêt. C'est cette disproportion entre la masse. Ils peuvent tirer 50 drones ce soir. S'il y en a un seul qui passe et qui empêche simplement une piste de fonctionner ou un avion qui va être détruit, c'est toujours positif pour les Ukrainiens. Et c'est le cas parce que vous en savez, ils ont comme ça des centaines et des centaines de drones de ce type dont on imagine qu'ils ne sont pas très chers. Non, ils ne sont pas très chers du tout. Mais là, on doit certainement en produire plusieurs par jour. Donc s'ils font une salve une fois par semaine, ils peuvent certainement en lancer beaucoup. Et puis il ne faut pas oublier qu'à côté des drones utilisés par l'armée, il y a aussi la population qui se lance. Il faut se souvenir que le Beaver, le fameux drone Beaver qu'on a vu tout à l'heure, ça a été développé sur des fonds privés parce qu'il y a des influenceurs ukrainiens qui ont commencé à collecter de l'argent, la population a commencé à donner, c'est des universitaires le soir et le week-end qui ont développé ces drones, et c'est l'armée qui se les a appropriés derrière. Mais c'est même pas un drone militaire, ce sont des civils qui développent ça parce qu'ils veulent se défendre. En plus, il y a en Ukraine une culture de la construction militaire, notamment aérienne, qui est très très développée. Oui, ils ont des ingénieurs, depuis longtemps. Bien sûr, Antonov par exemple, il faut se souvenir que 40% du total de l'industrie militaire de l'URSS était en Ukraine. Et donc, évidemment, pas seulement aérien, sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Ouais. Mais l'aérien, les composants de missiles, et quand à partir de 2014, avec l'annexion de la Crimée par la Russie, ils ont arrêté de fournir des sous-composants à la Russie, il y a beaucoup de systèmes dans lesquels les Russes n'ont pas trouvé d'équivalent. C'est pour ça qu'ils se sont tournés vers l'Allemagne ou vers d'autres pays, qu'aujourd'hui, il manque réellement de systèmes. Cette semaine, en Allemagne, par exemple, il y a quelqu'un qui a été attrapé, un Allemand, parce qu'il achetait des composants qui étaient fournis à la Russie pour les drones Orlan 10. La Russie, aujourd'hui, n'a pas trouvé de moyens détournés pour pouvoir continuer à produire comme par le passé. Le seul problème des drones en carton, c'est quand il pleut, évidemment, parce que le carton, quand c'est mouillé...
C'est une vraie limite, quoi. C'est vrai, mais il ne peut pas tous les jours. Non, mais c'est vrai que ça, évidemment, ce n'est pas un drone de haute qualité. Ouais. Mais au final, il faut se souvenir, certains obus qui sont tirés, les obus de 155 mm, ça peut coûter 20 000 € avec les optiques qui sont à l'intérieur. Quand on parle de drone à 500 €, vous attendez qu'il arrête de pleuvoir, vous entendez lancer 50 d'un coup, ça a un coût absolument dérisoire. Ouais. L'Ukraine a enregistré certains succès ces derniers jours, on en a parlé ici même, avec une brèche dans le sud, du côté de ce village qui s'appelle Robotiné. Il semble que ça a été possible grâce à un appui plus important qu'avant de l'aviation. Est-ce que vous avez aussi ce genre d'informations et comment vous l'expliquez ? Oui, tout à fait. En fait, les Ukrainiens, évidemment, ils ont travaillé de longue haleine. On le voit depuis le mois de mai, il y a des bombardements dans la profondeur qui se réalisent. Et ils ont réussi à dominer la Russie localement dans cette zone dans 3 domaines. L'artillerie, c'est-à-dire qu'ils ont des systèmes qui tirent plus loin et qui visent mieux, notamment les systèmes occidentaux. La guerre électronique, c'est-à-dire que les Russes ne peuvent pas brouiller leurs drones. Et moi, j'ai des retours d'opérateurs de drones ukrainiens qui peuvent les utiliser. Ils ne peuvent plus utiliser. Ils y arrivaient pendant longtemps, mais ils n'arrivent plus à les brouiller. Et donc les Ukrainiens peuvent utiliser leurs drones jusqu'à 10 km de profondeur, ce qui est gigantesque. Les Russes n'arrivent plus à brouiller les drones. Et la troisième dimension, c'est... Attendez, juste là-dessus, sur la deuxième dimension. Qu'est-ce qui a changé pour que les Russes n'y arrivent plus ? C'est des codes ukrainiens qui sont un peu plus perfectionnés En gros, vous avez une sorte de gros émetteurs, ça c'est la guerre électronique, qui vont envoyer une onde qui est exactement sur la même fréquence, par exemple, que la télécommande ou que le retour visuel de ces drones. Ce qui empêche les utilisateurs, parce qu'à partir du moment où le brouillage, donc le signal qui va arriver, est plus puissant que leur télécommande, ils vont plus être capables de l'utiliser. Ou alors, le GPS ne va plus être capté. Donc, finalement, les utilisateurs perdaient leur drone quand ils allaient au-delà de 500 mètres, 1 km dans certaines zones. Et quand, grâce au renseignement, grâce à l'artillerie, ils arrivent à détruire ces équipements de guerre électronique, le signal russe s'éteint. Et finalement, quand l'utilisateur va utiliser sa télécommande, je symbolise, eh bien, ils vont pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais ça veut dire du renseignement plus efficace, du ciblage, du bombardement localisé. C'est pour ça qu'on recommence à avoir des bombardements dans les tranchées, comme on l'avait par exemple dans la bataille de Bakhmout cet hiver. Le troisième point, c'est les systèmes de défense aérienne russes qui sont ciblés assez méthodiquement, qui font que localement, la défense aérienne russe étant amoindrie, les avions ukrainiens peuvent aller plus proches, notamment pour lancer des bombes qui s'appellent les JDAM-ER, qui sont capables de planer sur 70 km de distance. Et c'est 200, 300, 500 kilos d'explosifs. C'est-à-dire que pour démolir une défense, taper sur un bunker, eh bien, ça permet aux hommes au sol d'avoir l'appui aérien qui leur manquait par le passé. Ça, c'est un travail de sape qui a été réalisé au long cours, tout au long de ces mois d'été, où on a dit que la contre-offensive n'avançait pas. En réalité, c'est ça que faisaient les Ukrainiens au quotidien ? Exactement. Tout au début de cette contre-offensive, a priori, les Ukrainiens ont plutôt été à l'américaine. C'est-à-dire, on y va... Ils ont envoyé les léopards et ils se sont fait cartonner. Exactement. Et 20% des équipements ukrainiens qui ont été engagés dans les premières phases de cette offensive, qui était une offensive partielle, auraient été détruits. Et donc, ils se sont réadaptés, ils se sont réorganisés. Ils ont été d'une manière beaucoup plus méthodique avec la méthode sniper. Par exemple, avec l'arrivée des obus avec les bombes à sous-munitions. Ça, par exemple, j'ai un retour, c'est super efficace contre les tranchées russes, parce qu'avant, pour toucher une tranchée, il fallait que l'obus tombe juste dedans. Sauf que maintenant, vous allez au-dessus, ça va éparpiller sur la totalité de la tranchée, vous êtes sûr de tuer tous ceux qui sont en train de défendre cette tranchée. Et donc, malgré le fait qu'ils sont à l'offensive, ils ont des pertes très importantes, les Ukrainiens. Dans les premiers jours, quand ça se passait mal, ils auraient eu jusqu'à 500 morts par jour. Et donc, évidemment, dans un deuxième temps, ils se sont réadaptés. Et maintenant, c'est les Russes qui perdent beaucoup plus de troupes, alors que c'est eux qui sont en défense. Est-ce que les Russes ont les moyens de reconstituer ces équipements qui ont été détruits ? A priori, la défense locale a dû être renforcée par les réserves stratégiques. Et le Sud n'a plus de réserve stratégique. C'est pour ça que les Russes, on a vu certaines unités qui étaient dans le nord, dans le base de Louhansk et dans le nord de Bakhmout, qui ont été déplacées pour renforcer cet endroit, parce qu'il ne faut pas que cette digue cède. Sauf qu'on envoie des troupes d'élite, des parachutistes qui sont habitués pour faire des offensives, des assauts, et on les met dans des tranchées, dans des environnements qu'ils ne connaissent pas, et ils se font détruire d'une manière bête, parce qu'encore une fois, ce sont des unités d'élite qu'on perd alors qu'on les met simplement dans des tranchées. Ça veut dire que vous pensez que cette brèche de Robotiné, qui n'est pas encore une percée, non, bien qui sûr. n'est pas encore, on ne voit pas encore les blindés arriver et reprendre toute la zone. Pour vous, c'est quand même une avancée importante et que les Ukrainiens peuvent la tenir. Stratégiquement, il manque... Alors, eux, ils me disent on a fait les 3/4 du boulot. Il manque 1/4. Derrière nous, on a déjà passé les plus gros champs de mines. On a déjà passé les barrières, les défenses les plus importantes. Il n'y a plus de bunkers en dur devant nous. Et devant nous, on a des gens qui ne connaissent pas ce terrain ou alors qui sont vraiment de faible qualité militaire. Donc, s'ils arrivent à faire les 25% qu'il reste, vous avez en gros 3 brigades qui sont engagées en même temps, partiellement, mais qui tournent. Derrière, il y a 5 brigades qui sont totalement libres. Et quand la brèche sera ouverte, là, vous aurez 10, 20, 30 000 hommes qui vont pouvoir
s'engouffrer. Avec les équipements occidentaux, avec tous ces chars qui ont été livrés depuis des mois et qu'on n'a pas encore vraiment vus. On les a vus, mais en petite quantité, progressivement. Là, il y aurait la possibilité d'avancer franchement, parce qu'on n'est plus avec des champs de mines de la même densité qu'on avait par le passé, on n'a plus les défenses qu'on avait, donc là, ce sera les deux armées face à face, et on a une armée au standard OTAN, avec des entraînements standard OTAN, et une armée russe aujourd'hui qui, très clairement, est en difficulté, parce que ces équipements sont des équipements de moindre qualité, mais aussi parce qu'elle a des difficultés dans son approvisionnement. Les 3/4 du travail ont été faits, c'est ce que vous nous dites ce soir, ça veut dire que le dernier quart, bon, c'est pas une formalité, mais enfin, c'est demain, quoi. Si les Russes se renforcent, ils peuvent encore tenir longtemps. Il faut les sortir quand même, ces hommes des tranchées. Mais effectivement, une fois qu'une brèche serait obtenue, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, peut-être jamais, derrière, il faut exploiter cette brèche. Imaginons que la brèche soit ouverte fin septembre. S'il ne reste que 3 semaines avant la Rasputitsa, c'est-à-dire que seulement 3 semaines pour exploiter cette brèche et pour avancer de quelques dizaines de kilomètres. Sinon, les Russes pourront reconstituer les défenses. Exactement. Donc il y a une question de rapidité. Les Russes doivent absolument se renforcer pour empêcher les Ukrainiens d'obtenir cette brèche. Mais si la brèche est obtenue et si les Ukrainiens arrivent à avancer de 20 km, vous avez une autoroute très importante qui s'appelle la M14, qui est tout au sud de la zone. Elle pourrait totalement être bloquée. Si le pont de Crimée est condamné et que cette autoroute est sous le feu de l'artillerie ukrainienne, à ce moment-là, vous avez l'approvisionnement. C'est ce qu'on voit ici, cette autoroute qui est en bas. Vous avez toute cette partie gauche avec la Crimée et toute la zone gauche, Melitopol, toutes ces villes, donc l'oblast de Kherson occupée, qui ne pourraient plus être alimentées. Et là, d'après les estimations, ça durerait 1 an et demi de combats intenses dans cette zone pour que cette zone s'effondre. De la même manière que Kherson... Toute la zone là qu'on voit au sud de Melitopol, au sud-ouest de Melitopol, une fois qu'elle serait prise dans une nasse avec une éventuelle percée jusqu'à la mer d'Azov, vous nous dites que toute cette zone entre toute cette région du sud-ouest de Melitopol et la Crimée pourrait tenir, selon les estimations des experts militaires, pendant 1 an et demi côté russe, avant d'être obligé de rendre les armes. D'abandonner, parce que finalement, le seul approvisionnement serait fait par navire, par bateau, mais les bateaux, on voit à quel point ils sont en danger. C'est pour ça qu'on voit une augmentation de l'intensité du développement des drones navals et même des drones sous-marins pour attaquer des navires qui pourraient essayer de ravitailler cette zone. La prochaine cible, s'ils arrivent à avancer et à couper du coup cette autoroute, même sans la prendre, simplement de l'avoir sous le feu de l'artillerie, ce serait donc d'avoir des combats intenses dans la zone pour que les Russes finissent par s'épuiser. Ce serait de bombarder les quais pour que les Russes ne puissent plus débarquer d'équipements lourds. Et puis petit à petit, ils seraient obligés d'abandonner la zone, comme ils l'ont fait avec Kherson. L'arrivée des F-16 dans quelques mois maintenant, c'est pas pour demain, je crois que c'est fin 2024, sauf erreur. Début 2024 pour les Danois, il y en aurait 6, mais ça commence petit à petit, évidemment. Oui, mais ça va être effectivement assez rapide finalement, ils vont arriver dans les 6 mois. Est-ce que le rapport sera suffisant pour permettre de mettre un peu la touche finale à ce plan dont vous nous parlez ? De toute façon, on est sur une montée en puissance progressive de l'armée ukrainienne, quelle que soit la zone. Sinon, ne serait-ce que 6 avions début 2024. Ça veut dire qu'on a un avion, aujourd'hui c'est le MiG-29 ukrainien, qui est un avion soviétique à peine modernisé avec une portée des armes qui est très limitée, serait remplacé par un appareil dans la défense aérienne qui aurait une portée au-delà de 100 km. Ça veut dire que les Russes, aujourd'hui, qui peuvent s'approcher proche des lignes pour faire des bombes planantes qui portent à 40 km, ils ne pourraient plus se mettre à portée. Donc à partir du moment où vous aurez une poignée, 5-6 avions sur l'Ukraine, les Russes vont devoir adapter leur capacité opérationnelle. Et en dehors de la capacité évidemment de supériorité aérienne, ce sont des avions qui ont un potentiel anti-navire. Et donc là, la totalité de la mer Noire, on sait que ça peut être dangereux pour les avions, pour les bateaux russes, donc ils vont devoir se retirer, y compris pour faire du bombardement. Le foisonnement, le nombre d'armes disponibles pour les Ukrainiens, des bombes guidées laser, des bombes infrarouges, des bombes qui vont être capables de suivre des véhicules en mouvement, des bombes tout temps, jour, nuit, la panoplie des armes va être beaucoup plus importante. Donc oui, évidemment, il en faudra plusieurs dizaines pour que ce soit vraiment important, mais dès début 2024, ça pourrait vraiment faire évoluer le cours de la guerre. Vous nous parlez du pont de Kerch et de l'importance, on a bien compris en voyant la carte, que si le pont de Kerch était coupé, si la M14 était coupée, ça changerait la donne dans cette zone. Mais regardez ce qui s'est passé ces dernières heures au pont de Kerch. Les Russes ont, semble-t-il, coulé des navires pour faire des espèces de barrières sous-marines, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on peut le présenter, pour empêcher les drones navals de passer. Que faut-il penser de ça ? Est-ce que c'est une défense qui peut vous sembler suffisante ? Non, mais a priori, c'est aussi des radars. Parce que certains... en fait, ça fait plus d'écho que le pont lui-même. Donc si on envoyait un missile qui essaye de cibler avec un écho, quand il arrive dans cette zone, peut-être que ces barges vont émettre plus de retours pour le guidage du missile que le pont lui-même. Donc ça, c'est la première option. Parce que là, finalement, quand on est sur un drone naval, s'il est télépiloté, et donc s'il n'est pas simplement préprogrammé pour une position, s'il est télépiloté,
Là, les opérateurs vont très bien voir qu'il y a quelque chose devant eux. Mais effectivement, contre un drone sous-marin, tel que les Ukrainiens les ont publiés cette semaine, là, on pourrait très bien imaginer qu'ils rentrent en collision avec ces protections, mais il faudrait quand même que ça occupe une plus grande distance sur le pont, sur toute la longueur. Donc ça n'est pas une protection qui vous semble suffisante pour le pont de Kerch? De toute façon, tant que les navires, quelle qu'en soit la nationalité, iront de la mer d'Azov vers la mer Noire et donc passeront sous le pont de Kerch, il y aura toujours la possibilité de faire passer des drones, des drones kamikazes, des drones suicides. On a aussi besoin de votre expertise, Xavier Titelman, sur un autre événement aérien. C'est l'accident de Yevgeny Prigojine. Est-ce qu'on saura un jour la vérité de votre point de vue? Parce que cette semaine a été marquée par l'enterrement de Prigojine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais depuis sa mort, il y a un certain nombre de vidéos qui sont diffusées, de vidéos qui ont été tournées juste avant, évidemment. Alors, à chaque fois, d'ailleurs, il parle de sa mort en disant « Oh là là, c'est pas pour demain ». Regardez, celle-ci, c'est la dernière en date. Pour ceux qui se demandent si je suis en vie ou non, comment je vais, c'est le week-end, la deuxième moitié du mois d'août 2023. Et je suis en Afrique. Les fans qui discutent de ma liquidation, de ma vie intime, de mes revenus ou de quoi que ce soit d'autre, en fait, tout va bien. Voilà, tout va bien, sauf que il faisait une vidéo par jour, pratiquement, pour dire que tout allait bien, qu'il n'était pas mort et qu'il ne risque pas de mourir. Et puis en fait, on a vu exactement ce qui s'est passé, comme quoi il y avait vraiment un problème. Alors, on a appris qu'il n'y aurait pas de commission d'enquête internationale, alors que je parle sous votre contrôle, mais c'est un appareil brésilien. Oui, Embraer. Et donc, il est d'usage que le pays qui a fabriqué l'appareil soit associé. Oui, quand il y a un accident d'Airbus à l'autre bout du monde, vous aurez la France qui va être impliquée. C'est pour ça qu'on a un BEA qui va aussi participer à des enquêtes internationales. Et donc là, c'est une enquête locale faite par les Russes qui exclut leurs alliés. Pourtant, les Brésiliens font partie des BRICS, mais là, dans ce coup-là, ils ne veulent pas les accepter. Donc c'est un simulacre d'enquête qui va avoir lieu. Quelle que soit la réalité de la cause de cet accident, explosion, missile, on n'aura pas, parce que la réponse russe ne sera pas forcément celle qu'on pourra croire. Les Russes ne collaborent pas dans les enquêtes internationales. Sur le MH17, l'enquête le dit très clairement, les Russes sont la seule partie qui n'ont pas révélé les informations qu'ils avaient. Donc par exemple les échos radars qu'ils avaient pu enregistrer. Donc là, sur leur propre territoire, ils vont peut-être accuser l'Ukraine, la France, je ne sais pas, il y a des rumeurs comme quoi c'est la France qui aurait abattu Prigojine parce qu'il nous menace en Afrique. Évidemment, c'est certainement ridicule, même si je serais très fier qu'on ait réussi à faire cette opération. Moi, mon analyse, c'est très... Enfin, il n'y aura jamais de preuves certainement, mais le peu qu'on peut avoir en OSINT, on a des traces dans les nuages qui correspondent à l'explosion d'un missile. On a des témoins au sol qui nous disent qu'ils ont entendu des roquettes et 2 explosions. Et on a, quand on regarde les débris au sol, les shrapnels qui sont spécifiques à l'explosion d'un missile de défense aérienne qui envoie plein de petits morceaux dans tous les sens. Moi, je suis convaincu que c'est un missile. On verra bien si quelqu'un arrive à obtenir une réponse des Russes, mais j'y crois pas. Il y a, semble-t-il, une distance entre le fuselage de l'appareil et le nez de l'appareil qui est de 2 à 3 km. Ça, c'est symptomatique de ça aussi, d'un éventuel missile antiaérien? Que ce soit une bombe à bord ou que ce soit un missile antiaérien, l'avion peut se désintégrer. On voit très bien qu'il a perdu une aile quand il est tombé, effectivement. Encore une fois, souvenez-vous du MH17, il y avait des kilomètres, et c'était un missile de défense aérienne qui l'avait abattu. Donc on peut tout à fait avoir des kilomètres, parce que on vole à 800 km/h, on perd un morceau, il perd d'un côté, et l'avion va continuer à planer plus ou moins en morceaux un peu plus loin. Donc les distances ne vont pas nous dire grand-chose. Quand on voit de quelle manière les Russes traitent les débris en les remorquant dans les champs avec des tracteurs sans prendre soin de regarder, on se doute bien que s'il y avait des traces explosives dessus ou des billes d'acier qui pourraient être spécifiques de tel ou tel type d'événement, ils vont être abîmés. Mais cette enquête, de toute façon, personne n'y croit. Pour ne pas impliquer les Brésiliens, les Russes disent c'est un vol intérieur, donc c'est normal que les Brésiliens ne viennent pas. Ça, c'est bidon? Non, c'est bidon. Systématiquement, vous avez un vol interne à Cuba sur un Boeing 737 qui a été accidenté parce que la maintenance était mal faite. Vous avez forcément Boeing qui va être impliqué aussi. S'il y a un défaut sur cet avion et que c'est à cause d'un défaut que l'avion est tombé, il faut que tous les Embraer Legacy 600 du monde soient modifiés en conséquence. Donc logiquement, vous avez toujours un retour de la part du constructeur et de l'autorité locale de sécurité aérienne. C'est une opération qui serait facile à monter pour la Russie, d'envoyer un missile antiaérien comme ça, avec les moyens dont il dispose. C'est très simple. La Russie est protégée dans son intégrité du territoire, d'ailleurs comme la France est également protégée. Donc vous avez des dizaines et des dizaines de systèmes de défense aérienne qui sont déployés sur tout le territoire, d'autant plus que le pays est visé. Donc là, il suffit d'avoir un Pantsir qui était localement dans la zone. On sait que l'avion, il a reçu un ordre de se dérouter. Il n'utilisait pas la ligne droite habituelle, l'airway
direct. On va demander de se dérouter, peut-être pour s'éloigner des autres avions civils. Il a été descendu à cet endroit-là. Mais ça fait beaucoup d'indices quand même. Il y a beaucoup d'indices, mais il n'y a toujours pas de preuves. Les Américains, dans un premier temps, ils ont dit c'est un missile. Dans un deuxième temps, ils disent on n'a pas de preuve que c'est un missile, on ne peut pas se prononcer. Voilà, je pense qu'ils vont laisser les Russes annoncer ce qu'ils veulent, et puis personne n'y croira. Les Américains sur les satellites ne voient pas si un missile a été envoyé, un missile solaire, ça se repère, non ? Si vous avez des systèmes de détection de chaleur qui sont utilisés par les Américains, mais tous les pays d'ailleurs, les États de la Russie aussi, sauf que vous avez une couverture nuageuse qui est assez importante, on le voit sur les vidéos quand vous avez cet avion qui tombe, et à partir du moment où vous avez une couverture nuageuse, vous avez l'éclair, la chaleur qui ne va pas être forcément visible en infrarouge, donc même s'il y a eu un tir de système de défense aérien, il ne va pas forcément être détecté. On est couvert d'une certaine façon par les nuages, et ça évidemment, oui. Les Russes qui tirent le savent. Oui, tout à fait. Mais finalement, est-ce qu'ils se posent vraiment la question ? Quoi qu'en soient les preuves dont on peut disposer, les Russes ils vont toujours dire à peu près n'importe quoi. Ouais. Les systèmes de désinformation marchent bien. Ils ont toujours leurs propagandistes qui vont répandre ces informations. Mais moi, je suis convaincu en tout cas que cet avion a été abattu certainement par un missile. 90% pour le missile. Puis s'ils ont envie de dire que c'est autre chose, ils le diront.